Voilà, nous sommes en ligne, bonsoir. Et je pense que les personnes rejoignent petit à petit la salle virtuelle. Alors, n'hésitez pas à nous signaler qui est déjà connecté, si vous entendez bien, si vous avez un souci d'écho. Voilà. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont déjà connectés donc, au jeudi d'Artege. Pour laisser le temps à chacun d'entrer dans la salle virtuelle, je vous propose de voyager ensemble. Donc chacun peut nous dire d'où il nous écoute ce soir. Donc voilà, de quelle ville de France ou de Navarre vous êtes. Vous pouvez utiliser le site pour ça. Voilà, si chacun veut nous dire effectivement où il nous écoute. Ah oui, moi j'entends. On m'a signalé un écho, donc je mes écouteurs, ce sera peut-être. Alors, j'ai des personnes qui me disent qu'ils nous écoutent de Munich. Très bien. Versailles. Marseille. Alors, donc là, en fait, si nous attendons effectivement que les personnes puissent toutes se connecter. Donc, comme je le proposais, ceux qui sont déjà connectés peuvent nous dire d'où ils nous écoutent. Donc, Saint-Cyr-l'École, Cholet, Perpignan, Asnières, Lyon. On avait donc Marseille, Versailles, Munich, Moscou. Waouh, incroyable. Belfort, Dieppe, Rennes, Marseille de nouveau, Versailles, Val d'Oise, la Dordogne, Clermont-Ferrand. Ça nous fait vraiment un tour de France et même plus loin. Clermont-Ferrand, Paris, Auray dans le Morbihan, Saint-Germain-en-Laye, Perpignan, de nouveau, Paris, Versailles, Verneuil-sur-Seine. Saint-Jean-sur-Vilaine, Paris de nouveau, Clermont-Ferrand. Versailles, Clermont-Ferrand, très bien. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir commencer, car nous avons la plupart des personnes qui sont connectées. Alors. Donc, bienvenue au jeudi d'Artege. Pour laisser le temps donc à chacun d'entrer, nous avons pu faire notre petit tour de France. Donc voilà, chaque santé, secret maçonnique et vérité catholique. Le docteur Théier sur les expériences de mort imminente. Nous allons bientôt recevoir Monseigneur Ray sur l'islam et Blanche Streb sur la génétique et la bioéthique. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ce programme dans la rubrique webinaire du site des éditions Artege. Je vais vous mettre le lien tout à l'heure. Le format, c'est toujours le même, hein, donc 1h30 de webinaire avec au début 30 minutes d'exposé et ensuite 1 heure de questions-réponses avec l'auteur. Alors, les personnes me disent qu'elles me signalent de l'écho, c'est très étrange et un peu inquiétant. Les personnes me disent que c'est coupé aussi. Alors, l'écho, en fait, je pense que je vais essayer de demander à notre supervision de nous aider. Hier, j'ai fait un autre webinaire, mais pas d'écho. Donc, comment on pourrait faire? Je l'appelle.
Pardon, cher? Je ne sais pas pourquoi il nous reste sur le bâtiment, ça marche bien. Est-ce que c'est une antenne? Ah, je pense, hein. Ah, c'est pour ça que ça a déclenché, du coup. Je sais pas. Ok. Moi, tu sais, en technique, hein, c'est pas trop mon truc. C'est qui ça? On te voit pas. On te voit. Si on voit un bout là. C'est gentil. C'est gentil comme tout. Alors, nous allons essayer de relancer la salle. Voilà, on va voir si ça marche mieux. Donc, hop, c'est parti. Non, pas ça. C'est Dominique. Surtout toi. Je lui dis surtout. Voilà. Ah oui, alors là, j'entends de nouveau Voilà. un petit écho. Bon, effectivement, lorsque vous parlez, on n'entend pas d'écho, donc je pense qu'on va très vite vous laisser la parole. Et puis pour les questions, on s'arrangera parce on fera court. Donc je disais que nous sommes ce soir avec Pascal et Mélina Oudot. Donc Pascal et Mélina, vous êtes mariés, parents, chrétiens et professionnels investis. Vous êtes docteur en droit, ancien avocat civil et ecclésiastique, universitaire, et vous avez appris à trouver un équilibre entre votre travail et votre vie de famille. Et vous avez écrit un livre sur le sujet. Donc, ce soir, nous allons parler de ces luttes, de ces joies, de ces échecs, de ces défis que rencontrent tous les parents dans le rapport entre leur travail et leur vie de famille. Pascal et Mélina, vous nous invitez à réfléchir avec vous sur ces sujets de notre quotidien, à la lumière de notre foi. Donc, je vais vous laisser introduire ce vaste sujet pendant 30 minutes, et pendant ce temps, je recueillerai les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez déjà poser sur le chat. C'est parti. Merci Lucie. Merci à tous d'être avec nous ce soir. Le confinement nous a conduit à nous organiser, à prendre possession du numérique, à utiliser de nouveaux modes de communication. Nous, avec Pascal, nous enseignons beaucoup aujourd'hui en distanciel. Ce soir, c'est un webinaire. Nous ne sommes pas les seuls. Je pense que déjà, certains d'entre nous avaient de l'expérience avec des enfants plus éloignés, utiliser ces plateformes numériques, que ce soit Skype, WhatsApp, FaceTime, etc., pour maintenir tout simplement du lien en dépit des distances. Et ce sont ces moyens numériques, comme quoi il y a toujours quelque chose de positif aux difficultés qui se présentent. Ce sont ces moyens numériques qui vous permettent ce soir d'être chez nous, et puis pour nous aussi un petit peu d'être chez vous ce soir, et vous nous accueillez, vous nous faites entrer dans votre intimité familiale, nous vous en remercions. Ce moment partagé, cet échange que nous allons avoir, a pour base, comme l'a dit Lucie, un ouvrage que nous avons réalisé avec Pascal sur le travail, la vie de famille, qui a été publié aux éditions Artege. Nous avons réalisé ce travail à partir d'une vingtaine de témoignages, plus d'une vingtaine de couples, de pays différents, d'âges différents, pour envisager de façon concrète, de façon pragmatique, les événements qui traversent toutes les vies, qui traversent nos vies. Alors, on a pu observer, si vous avez lu l'ouvrage, vous l'avez constaté, que les solutions données par les différents couples n'étaient pas toujours les mêmes, mais qu'en revanche, les questions, à elles, étaient souvent identiques. Et c'est pourquoi nous avons articulé dans cet ouvrage 7 chapitres avec les thématiques classiques, un ordre de priorité, travail et vie de famille. Comment est-ce qu'on organise le rapport entre la famille et le travail? Est-ce que c'est en termes d'opposition? Est-ce que c'est en termes d'intégration?
Lorsque le travail se développe de façon excessive et prend une place excessive dans la vie de la personne ou dans la vie de la famille, on arrive très vite à un travail chronophage et parfois anxiogène. On peut se demander si c'est une fatalité, c'est une autre des thématiques. Dans cette période particulière de pandémie mondiale, de confinement, de restaurants fermés, de cinéma, de théâtre qui ont des difficultés et d'autres entreprises qui ont mis la clé sous la porte et que nous portons véritablement dans nos pensées, dans nos prières pour ceux qui ont la foi, se pose la question difficile dans cette situation économique de la précarité professionnelle et du chômage. Lorsque le chômage survient dans les vies et ça n'arrive pas qu'aux autres, comment peut-on réagir? Quels sont les moyens, quelles sont les façons d'intégrer cette difficulté et de la gérer en famille? Nous avons également eu la chance de pouvoir interviewer des personnes qui travaillaient dans des métiers un peu plus délicats, comme par exemple la vie de militaire, lorsque le père de famille, le plus souvent c'est lui, part pendant 3 mois, à tel point que la famille n'y trouve peut-être pas toujours sa place et il faut veiller à conserver du temps pour soi. Et puis, dans toutes les familles, il y a la question des sous. C'est-à-dire que si on travaille d'abord au départ pour assurer sa subsistance. Et puis parfois la subsistance s'étend, les besoins s'étendent à la mesure souvent des revenus. Et se pose la question de l'argent dans le couple. C'est une question qui a été aussi abordée dans l'ouvrage. Toujours dans la thématique qui a été suivie au regard des priorités et des centres d'intérêt des couples que nous avons interviewés. Le centre des vies de famille, ce sont nos enfants. C'est le fruit de l'amour que les parents ont et qui crée le corps de la famille. Que passons-nous aux enfants? Comment éduquons-nous nos enfants? Qu'est-ce que nous attendons de nos enfants? Est-ce que nous les formatons au travail? Est-ce que nous leur mettons une pression scolaire pour arriver à entrer dans un moule professionnel? On y reviendra. Ou est-ce que nous essayons davantage de les écouter, d'écouter leur être, leur vocation, l'appel et ce qu'ils doivent apporter dans la société. Et enfin, le dernier thème qui est envisagé dans l'ouvrage, c'est un thème qui concerne le repos, parce que on ne peut pas tout le temps travailler, il faut du temps pour soi, il faut du temps pour les autres, il faut changer d'activité, puisque le repos c'est essentiellement ça, savoir changer d'activité pour de façon des moments de détente et de façon ludique, arriver à se ressourcer, parce que on s'aperçoit bien que dans nos vies, nous sommes soumis à des pressions, à des charges de famille, à des charges de travail, et que le mot-clé dans la société, c'est l'hyperactivité. L'hyperactivité, l'activisme, c'est quelque chose qui est propre à notre société. Nous avons rarement des sas de décompression, nous avons rarement des sas de sécurité, et nous finissons par nous étouffer un petit peu à force de faire, à force de vouloir souvent trop bien faire, jusqu'à ce qui peut arriver à être un épuisement physique, un épuisement psychologique, et après on n'est plus bon à rien, on ne sert plus à rien. Donc on peut s'interroger aujourd'hui sur le temps que nous passons au travail, le temps que nous passons chez nous. Est-ce qu'il est normal de partir le matin à 7 heures, 8 heures du matin, ou plus souvent c'est 7 heures du matin, et à rentrer à 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures ou 21 heures, ou pour les cadres parfois bien plus tard, en se rencontrant juste à l'heure des repas au mieux, et de reproduire ce rythme dans nos journées, 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, voire pourquoi pas pour certains, 7 jours sur 7. Comment maintenir une intimité familiale qui soit propice à l'épanouissement des personnes? Ici, c'est la question véritablement du rythme dans nos journées que nous devons interroger. Est-ce que, par exemple, ce matin, vous vous êtes réveillé, vous avez pris 10 minutes, un quart d'heure pour penser à votre journée? Est-ce qu'au week-end, vous avez pris un temps pour réfléchir à votre semaine? Quand je vous dis réfléchir à votre journée, réfléchir à votre semaine, je ne veux pas dire caser dans des tiroirs de rangement tout ce que vous devez faire et tout ce que nous devons faire, parce que des choses à faire, il y en a toujours. Est-ce que vous avez pris le temps de poser un ordre de priorité au regard de ce que vous êtes, au regard de ce que sont les autres, pour éviter un rythme effréné qui conduit à 1000 dérives, comme l'épuisement que j'évoquais, les divorces, les adultères avec sa profession, adultère à l'occasion de sa profession, des dépressions, bref, on le voit. Il est nécessaire véritablement
de discerner si la performance que l'on met dans nos journées est toujours un bon guide du sens de nos vies et qu'est-ce que l'on entend par réalisation personnelle espérée par le travail, qu'il soit le travail à la maison ou le travail réalisé professionnellement, d'ailleurs, entre nous soit dit, on y reviendra, et le travail professionnel contre une rémunération. Donc, en définitive, dans l'ouvrage, à partir des différents témoignages, on s'est aperçu d'une chose, hein, Pascal, c'est que lorsque on arrive à la retraite, même si on a fait des choses extraordinaires, des personnes extraordinaires, vous savez, il y en a beaucoup en réalité, ce qui reste, c'est la famille. C'était impressionnant de voir les couples arriver à un certain âge, nous dire, mais j'ai eu des charges et des fonctions professionnelles très intéressantes, mais l'important, c'est la famille, ce lien personnel avec ceux que l'on aime. Et paradoxalement, c'est souvent nos plus proches, c'est souvent ceux que l'on aime, que l'on sacrifie. Alors, c'est d'ailleurs cette sensation de ne plus s'appartenir, tout simplement de ne plus s'appartenir, que nous a confié certains couples qui nous ont fait l'amitié de partager leur expérience de vie quand on a rédigé l'ouvrage. Alors, chaque fois, les signaux étaient les mêmes, hein. C'est dérive de l'heure de retour de plus en plus tardif à la maison. C'est souvent un signe de lâcheté. Après tout, le soir, c'est le moment qui est réservé pour les devoirs et donc on a peut-être envie de rester un peu plus au travail aussi. C'est le fait de voir les enfants uniquement le week-end. C'est le fait de travailler les jours de repos, en vacances aussi. Qui n'a pas pris son ordinateur portable pour travailler pendant les vacances? C'est le fait de décrocher progressivement de l'actualité de la famille, ce qui fait le petit journal quotidien des faits familiaux, des petits événements familiaux. Et puis à tout cela s'ajoute évidemment la fatigue qui va en augmentant, une mauvaise humeur, les maux physiques et puis une vision négative des choses pour finir par la perte tout simplement de sens de ce que l'on fait. En somme, s'opère la restriction de ce que l'on est en oubliant les autres, alors que paradoxalement, c'est ballot, c'est précisément pour eux qu'on travaille. Alors combien de fois on n'a pas dit ou on n'a pas entendu, mais si je travaille autant, c'est pour que tu puisses partir en vacances, c'est pour être dans un bon climat de confort, c'est pour avoir une belle maison, c'est pour bien réaliser des études. Et je me souviens d'ailleurs d'un témoignage d'une mère de famille qui s'était aperçue avec le chômage de son mari qu'elle était devenue, mais involontairement d'ailleurs, complice de cette situation, puisqu'elle se satisfaisait fort bien d'ailleurs de l'excellent revenu de son mari au temps où il travaillait. Et quand chez ce couple qui avait des enfants, précisément la période de chômage a été mise à profit opportunément pour se réapproprier, redécouvrir l'espace qui était dévolu à la famille pour le bien de tous. Alors, comment ça s'est traduit concrètement? Par des discussions en famille, plus d'attention auprès des enfants, surtout à l'âge de l'adolescence, au profit, par exemple, de sorties qui avaient été organisées, des sorties culturelles qui sont toujours le prétexte un petit peu d'échange, plus de délicatesse dans le couple. En somme, c'est des petits riens, mais qui sont en même temps des grands beaucoup, qui n'avaient jusque-là jamais eu l'occasion de se manifester dans cette famille qui en définit protectrice comme une forteresse contre les difficultés du monde. Alors comme le remarquait cette dame, et c'est bien dommage qu'on s'en soit aperçu finalement suite à une situation de chômage. Oui, et puis il faut pas oublier non plus que la profession, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire et que le chômage, effectivement, on peut le recevoir de façon positive, mais c'est douloureux et c'est pas facile de faire face à cette situation. Mais en tout cas, ce que tu montres, c'est que la question, c'est la question de l'équilibre. La question de l'équilibre entre l'organisation d'un travail extérieur ou à la maison et la place à reconnaître à chaque personne et à chacun des membres de la famille de façon équilibrée. Le livre, d'ailleurs, cherche à poser des questions sur le discernement que chacun doit faire qu'à trouver des solutions toutes faites. Alors, cette question de l'équilibre dans les dimensions professionnelles, familiales, sociales de la personne. Aujourd'hui, avec le confinement, il y a une contrainte qui donne une expression peut-être nouvelle du phénomène, tout simplement parce que nous sommes contraints de rester à la maison et d'avoir recours au télétravail. Il n'y a plus, comme tu disais, on rentre de plus en plus tard, etc. Oui. Mais il n'y a plus actuellement ce va-et-vient de la sortie et du retour à la maison. Tout est concentré sur un même lieu. Et cette identité des lieux de vie familiale et de travail
opère une confusion qui est inédite pour beaucoup. C'est une confusion qui est inédite et qui peut-être, et c'est peut-être l'aspect positif, rend plus perceptible la difficulté de l'équilibre à trouver. C'est-à-dire qu'on se dit enfin, mais il y a peut-être quelque chose à arranger. Cette confusion des espaces nous oblige nécessairement à réfléchir à la place de l'un et de l'autre dans l'articulation de nos vies. Alors je dis pour beaucoup, parce que l'expression n'est pas nouvelle pour les mères de famille, dont le travail est la tenue de la maison, la gestion du foyer, le suivi des devoirs, et qui ont depuis longtemps expérimenté cette confusion des espaces dans leurs activités et dans les différentes dimensions de ce qu'elles sont. D'ailleurs, elles ont pour certaines de très bons savoir-faire et on peut prendre conseil auprès d'elles. Mais c'est aussi chez les mères de famille comme chez les personnes qui travaillent, je dis les mères parce que c'est souvent les mères, ça pourrait être les pères de famille, mais en général, c'est encore la mère qui reste à la maison et qui s'occupe de toutes les tâches de façon professionnelle. C'est aussi chez ces personnes qui restent à la maison et qui n'ont pas eu une seconde pour se poser et pour se reposer, avoir du temps pour elles, que l'on peut observer une espèce d'incendie intérieur, de burn-in, avant d'arriver à cet épuisement total où il faut arrêter. Donc, on se rend bien compte qu'ici, la question, lorsqu'on parle du travail, de la vie de famille, c'est la question des limites, la question de la délimitation des dimensions dans lesquelles la personne va avoir vocation à se partager, à réaliser l'unité de vie qui permettra de donner un rythme apaisé à la famille et donc une sorte d'harmonie. Je me rappelle que sur cette question des limites, il y avait, on en parlait avec un couple, il y a tout un travail à faire et beaucoup d'humilité à avoir sur la question des causes. Pourquoi est-ce que je travaille autant ? Pourquoi est-ce que j'ai ce rythme de vie? Pourquoi est-ce que je réponds toujours je dois, je ne peux pas faire autrement, je suis obligé, alors que nous sommes des êtres humains avec un espace de liberté et un pouvoir de choix. Répondre à ces questions, c'est trouver les causes. Parfois, on ne sait pas dire non. Or, la première charité, j'ai un ami qui le dit souvent, c'est de savoir parfois dire non quand ça ne correspond pas à l'ordre de priorité que l'on s'est fixé, même si on prend le risque de décevoir, a priori, celui à qui on dit non, parce qu'on n'a pas à justifier des choix personnels et de famille que l'on fait. On travaille aussi parfois pour la reconnaissance, pour l'estime de soi, et en réalité, on ne recherche pas véritablement à rendre service à la société ou un épanouissement personnel. On quête le regard de l'autre pour se sentir estimé. D'autres fois, il y avait des exemples comme ça aussi. Il y a des personnes qui dépassent tout leur temps pour défendre des idéaux, pour défendre la vérité, pour défendre le bien dans la société. Et c'est utile, on a besoin de gens qui s'engagent. Mais quand on s'engage dans la société pour défendre le bien et le vrai, et qu'à côté de soi, à la maison, eh bien, le mari, les enfants souffrent de ne pas avoir de présence, d'attention et d'écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème de désordre, il y a un problème de disproportion, parce que tout simplement, on n'a pas trouvé le bon équilibre et on vole le temps qui est nécessaire à soi-même, encore si on est la seule victime, mais aussi aux autres, à ceux qui nous sont proches et parfois les plus vulnérables qui sont nos enfants et qui ont véritablement besoin de notre présence pour se construire. Alors, pour rebondir sur ce que dit Mélina, la réponse à la difficulté est dans l'articulation des domaines du travail et de la famille. C'est avant tout la détermination par la personne des choix de vie qu'elle considère prioritaires. Et je me souviens d'un témoignage d'un père de famille qui relevait avec bon sens cette nécessité du choix des objectifs. Sa femme était très pragmatique, hein. Elle soulignait qu'il y a une contrainte budgétaire aujourd'hui qui impose au couple, tous les deux, de travailler. Et le mari lui répondait, il lui objectait que plutôt que de travailler, il fallait surtout réfléchir à quoi allait servir tout cet argent. Quelle est la feuille de route? En somme, faire un audit de la situation. Est-ce que c'est pas absurde, en définitive, de gagner autant, de travailler à l'extérieur, si en définitive c'est fait pour payer une nounou, les aides ménagères, tout un staff d'enseignants, de professeurs autour des enfants, et puis pour finir pendant les vacances, de les caser finalement chez les grands-parents parce qu'on n'a pas tout simplement pas le temps de s'en occuper, parce qu'on est trop fatigué tout simplement. Alors la question ensuite, c'est de savoir, dans le cadre du travail, qui peut rester justement ou doit rester en fonction de l'âge des enfants à la maison.
Et la question de la conciliation du travail du père, du travail de la mère et de la vie de famille est un vrai sujet d'actualité, un moment où l'on observe le délitement de l'instruction et les carences éducatives. La société de demain se construit avec les éléments présents et les hommes et les femmes qui feront cette société, eh bien, ce sont nos enfants. Or, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe un usage délétère du numérique, des applications multiples qui favorisent le narcissisme, l'impudeur pour ne pas dire autre chose, et une forme aussi d'exhibitionnisme, le tout œuvrant dans le sens d'une immaturité durable. Et qui en sont les acteurs? Eh bien, c'est précisément nos jeunes. Et il est fort à parier que de telles bases les rendront inaptes à fonder des familles unies et à offrir un cadre stable aux générations à venir. C'est d'ailleurs pourquoi de nombreux parents se rencontrent dans le cadre de milieux associatifs, réagissent pour donner une formation humaine aux jeunes gens. Un foyer lumineux et joyeux, pour reprendre l'expression d'un ami, c'est un foyer où la joie se donne, ce qui suppose une maturité oblative. Alors certes, on peut toujours faire appel à des intervenants extérieurs pour l'entretien de la maison, leur passage, les courses, la cuisine. Il s'y connaît, hein. Non, mais moi, c'est vraiment, tu fais tout et je fais le reste. Mais cela ne remplacera pas tous les éléments propres à une vie de famille, faits de mille et un détails d'attention qui donnent aux choses une qualité d'être qui nourrit ceux qui s'en rassasient. Alors, l'externalisation des charges familiales, ça peut satisfaire des besoins immédiats, élémentaires, à court terme. Enfin, bon, on n'a jamais vu une famille vivre à l'année dans les châteaux ou dans un grand palace. Personne célibataire, milliardaire, éventuellement peut y mourir seul. Je pense tout d'un coup à Coco Chanel qui a tristement fini sa vie au Ritz, mais c'était une personne, j'ai jamais entendu dire que Coco Chanel était mère de famille nombreuse non plus. Donc la famille, c'est un lieu de croissance des personnalités par le don et la communion des personnes. Et en ce sens, il y a dans l'accomplissement des charges de tenue de la maison, la cuisine, leur passage, le ménage, des manières de donner et de se donner dans la famille qui rejaillit sur la construction de la personnalité de l'enfant, qui lui inculque un esprit de service qui aide à grandir. Il y a à l'évidence un grand dessein dans l'accomplissement des petites choses. Et puis, à propos des petites choses, eh bien, on peut dire, qu'on le veuille ou non, que l'homme et la femme ne sont pas interchangeables dans la famille. Chacun apporte ses talents et sa perception spécifique de la réalité. Il y a un génie proprement féminin, qui a été souligné par de nombreux témoignages. Voilà, on a eu de nombreux retours sur ce point-là qui mettait en exergue, en évidence, le rôle absolument, le socle que constitue la présence féminine, la maman dans une maison. Mais aussi, il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des pères, qui apportent à leur manière une empathie, une sérénité au sein de la famille. Oui, pour ça. En fait, ce que tu évoques, Pascal, c'est tout simplement la complémentarité des sexes et on ose à peine dire qu'il y a une complémentarité des sexes parce que ça paraît comme quelque chose de vieillot. Mais il y a en tout cas dans l'altérité propre au père et à la mère de famille un lieu propice à la communion des personnes. Il est évident qu'aujourd'hui, il serait peut-être nécessaire pour mieux organiser notre vie de famille et nos vies personnelles et nos vies de travail, de faire un reset comme sur nos ordinateurs, de remettre tout à zéro pour regarder si véritablement on ne s'est pas laissé envahir par trop d'éléments qui ralentissent l'harmonie familiale et l'épanouissement de la personne. Il serait peut-être un peu temps de mettre à jour nos GPS, on ne le fait pas toujours. Et tant et si bien que comme on ne le fait pas, ce sont parfois les événements qui nous contraignent à ces temps d'arrêt et parfois de façon violente, qui nous obligent à nous arrêter, à regarder en arrière et à vérifier s'il allait ce qui nous apparaissait au départ comme une légère déviance dans nos choix de vie, à terme, ne nous empêche pas d'arriver au point d'arriver à bon port. Et ce bon port, quel est-il? Chacun a ses objectifs dans sa vie personnelle et familiale, mais le bon port, c'est quand même d'être heureux. Je pense que chacun d'entre nous sera d'accord sur le fait qu'on cherche à être heureux et ceux qui nous entourent et ceux qu'on aime, qu'ils puissent l'être aussi. Lorsque soudainement la famille est frappée par la maladie, dans la période du Covid actuel, je sais pas pourquoi maintenant on l'a féminisé, parce que c'est une maladie, je présume, de la Covid actuelle et toutes les souffrances que ça entraîne, dans le contexte, comme je l'évoquais tout à l'heure,
de la crise économique et du chômage et de la précarité, ou parfois de façon très violente quand il y en a un qui s'en va parce qu'il n'en peut plus et qu'il y a une séparation, une dislocation des familles. C'est assez fréquent que les familles aujourd'hui souffrent, que les familles sont fragiles. Eh bien, le voile se déchire et le choc est assez terrible. Mais comme le disait Pascal à propos du chômage, le choc peut aussi être salutaire. Dans l'ouvrage que nous avons réalisé, nous avons aussi beaucoup puisé au texte du magistère, au texte de l'Église. L'ouvrage a un intitulé « Travail et vie de famille dans une perspective chrétienne ». Ce n'est pas que cet ouvrage s'adresse qu'aux chrétiens, il s'adresse à toutes les familles, mais il est vrai que l'Église a une parole universelle à donner à l'humanité et que souvent, dans les textes du magistère de l'Église, on trouve des éléments qui peuvent aider à la réflexion de tout un chacun. Je songe notamment à Caritas in Veritate, qui est une vraie perle écrite par Benoît XVI, dans laquelle il observait que la crise économique notamment, nous oblige toujours à reconsidérer notre itinéraire. Se donner de nouvelles règles, trouver de nouvelles formes d'engagement dans la société, mais aussi dans la famille par rapport à soi-même. Et c'est ainsi que, toujours, la crise peut devenir une occasion de croissance si elle est une occasion pour le couple, pour la famille, pour la société, si elle est une occasion de discernement. Parce que c'est ce discernement, c'est cette réflexion, c'est cette écoute en nous de certains signaux, de ce que l'on est, de ce que l'on ressent, de l'autre et de ce qu'il ressent, mais aussi des autres dans la famille et des enfants. C'est ce discernement qui va permettre et qui va donner la capacité d'élaborer véritablement de nouveaux projets, d'avoir une vision positive qui va rejaillir sur l'ensemble de la famille. Alors, ce discernement, il devrait être fait en amont, il devrait être fait avant que le choc violent survienne. Peut-être qu'il serait temps que ce week-end, chacun, nous prenions la résolution, d'abord seul et ensuite en couple, et pourquoi pas peut-être en famille, de réfléchir sur les choix qui nous sont parfois imposés, mais pour organiser dans l'avenir que cette contrainte puisse être contournée et revenir véritablement à un acte libre et à une reprise des rênes dans le rythme de nos vies. Alors, c'est la leçon que nous avons tirée de tous les témoignages reçus lors de l'élaboration de ce livre. Alors, il faut bien comprendre que ce livre est tout sauf celui de militant. Nous n'imposons pas de vérité, d'abord parce que la vérité s'invite de façon discrète dans la vie. Elle est dans la brise plus que dans l'ouragan. Elle ne fait pas de bruit ni de tintamarre. Elle se vit. Et ensuite, parce que chaque famille a sa propre ressource par la diversité de ceux qui la composent et qui sauront trouver l'équilibre adapté aux circonstances. Je pense tout particulièrement à ce jeune couple. Mais je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas s'il est là, mais on pense très fort à eux aussi. Et je pense tout particulièrement donc à ce couple qui a 4 enfants et qui propose une belle expérience qui est celle de la synaxe. Alors, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre ou que l'un des membres de la famille est en difficulté, qu'il souhaite faire une demande, proposer quelque chose, tous se réunissent de manière festive jusqu'aux plus jeunes pour dialoguer, opiner, donner à chacun l'occasion de s'exprimer et d'être écouté. Et de la sorte, parce qu'ils sont très pratiquants, sous le regard de Marie, mais il y a fort à parier aussi que Saint Joseph soit présent, et puis carrément la Sainte Famille, eh bien une solution est apportée dans une atmosphère souvent grave et sérieuse, parce que respectueuse de chacun, ce qui n'exclut pas la joie, et le tout avec l'aide, dans ce cas particulier, de la prière. Alors, dans le livre, nous n'offrons pas de solution modèle. Nous n'offrons pas de solution modèle. Pas tout simplement parce qu'il y a un discernement à avoir et que les circonstances de vie sont propres à chacun. Il n'y a pas d'ajustement idéal, évidemment. Mais en revanche, par rapport à la pluralité des vies, à la pluralité des circonstances de vie, des vies ordinaires, il y a quand même des questions toujours identiques à se poser. Alors, les thématiques que nous avons pu découvrir, si vous avez lu l'ouvrage, c'est pas seulement la recherche de l'ajustement idéal et permanent entre le travail et la vie de famille. Il s'agit d'un regard sur plusieurs réalités dans l'ordinaire de nos vies. En somme, quel ordre de priorité faut-il établir entre le travail et la vie de famille? Sommes-nous condamnés à envisager le travail de façon anxiogène, à toujours travailler plus? Et le rôle de la famille dans la construction des personnalités et la cohérence de vie des personnes est essentiel. Lorsque la précarité professionnelle ou encore le chômage
on l'a vu tout à l'heure, on l'a dit à de multiples reprises, vient bouleverser toutes les certitudes, la famille permet de maintenir ferme le gouvernail, de faire face dans la confiance aux difficultés pour les surmonter. Oui, parce qu'en fait, pour surmonter les difficultés, il faut qu'il y ait un socle, un lieu où on puisse s'appuyer. Il faut donc qu'il y ait véritablement une dimension familiale qui s'éduque dès le plus jeune âge. Donc, il faut aider les enfants à se construire c'est ce que nous avons intitulé dans l'ouvrage « Avancer en eau profonde », c'est-à-dire pour poser un regard sur les réalités sociales qui soit différent, un regard qui leur permette de toucher l'être plutôt que l'avoir et plutôt que le faire. Pour construire ce regard, nous nous sommes appuyés sur un texte du pape François, La joie de l'amour, qui est un texte très intéressant parce que le pape rentre dans l'intimité des familles pour nous inviter justement à comprendre nos choix, nos besoins et le temps que nous passons pour arriver à augmenter ses besoins ou à aider les autres. Alors, il y a un couple qui soulignait cette situation en disant qu'il avait considéré qu'il s'était senti déclassé en arrivant à Paris parce que les gens partaient en vacances, partaient au ski, etc. et s'étaient posé la question de travailler davantage. Et ils ont fait le choix de ne pas travailler davantage, mais ils se sont sentis un peu déclassés parce qu'ils ont fait un choix de temps en famille et de temps entre eux. Et regarder autrement, précisément, ce n'est pas tant changer ce que nous faisons, c'est changer, me semble-t-il, la façon dont nous le faisons. Si je prends par exemple l'éducation des enfants au travail, tous les pères et mères de famille connaissent ce temps particulièrement douloureux, houleux, des soirées de travail dans le cadre de la réalisation des devoirs. Alors, il ne s'agit pas évidemment de supprimer le travail scolaire à la maison, il s'agit de le revisiter. En somme, comme le dit très bien une enseignante dans notre ouvrage, il faut apprendre à solliciter joyeusement l'enfant au travail. Alors, c'est pas inné, ça se prépare, ça se pense. C'est pourquoi nous avons dressé un petit pense-pas bête du travail scolaire qui reprend les richesses partagées par les familles avec nous lors de la rédaction de l'ouvrage. Oui, c'est-à-dire que ce nouveau regard sur les réalités quotidiennes suppose de nous libérer de tout modèle fixe, des respects humains, pour rechercher dans nos vies ce qui est primordial et ce qui rend heureux. Pour intégrer travail et vie de famille et permettre l'unité de la personne, il faut d'abord être à l'écoute de soi-même, comprendre son propre mode de fonctionnement, écouter la résonance de nos émotions, les messages que l'on envoie aux autres aussi, les causes, les conséquences de nos lassitudes, pour arriver à terme à se libérer des « je dois », des « il faut », des « je ne peux pas faire autrement »,« je n'ai pas le choix », et les remplacer peut-être par les « je veux », « j'ai envie », pour nous enthousiasmer et enthousiasmer à notre tour ceux qui sont présents avec nous, que ce soit dans la vie de famille ou dans la vie professionnelle. C'est cette harmonie qui rend heureux, c'est ce partage pour que la communauté des personnes en famille ou la communauté des personnes en travail devienne véritablement une communion. Et véritablement, ça vaut la peine. Je sais que vous devez l'expérimenter chaque jour. Et je suis heureuse de vous écouter à présent avec Pascal, par l'intermédiaire de Lucie, pour bénéficier de vos expériences, de vos remarques, de vos interrogations. Et cette fois, puisque le temps imparti est dépassé, voilà 31 minutes que vous avez la patience de nous écouter, à notre tour de vous entendre. Nous vous remercions. Merci. Alors, je vais couper votre micro pour qu'il n'y ait pas d'écho, c'est ce qu'on me conseille. Donc, voilà, simplement pendant que je vous pose la question. Donc, voilà. Alors, il faudra le réactiver ensuite. Hein. Vous savez comment faire, c'est en haut à gauche, vous cliquerez sur le micro. Donc, le télétravail, semble-t-il, fait entrer encore plus le travail dans la maison et la famille, me dit une personne. Est-ce que donc, cela crée des difficultés? Est-ce que cela va être encore plus difficile, cette vie de famille? Est-ce que vous pouvez répondre sur le télétravail, s'il vous plaît, surtout en réactivant votre micro? Il faut attends, voilà. Ah, voilà, pardon. Il me semble que cette question du télétravail, c'est s'habituer, ça risque de durer encore un peu. C'est pas nécessairement négatif, hein, mais il faut s'habituer à avoir une hygiène de vie dans le travail, c'est-à-dire en fait se réhabituer que chacun respecte l'autre dans la vie professionnelle et dans la vie familiale. Alors c'est des fois mignon, hein. Moi, nous, je vois,
on est enseignant et c'est pas rare d'ailleurs de découvrir la vie de famille de nos étudiants quand on fait ce genre d'échange. De temps en temps, il y a un bébé qui arrive. C'est là où on s'aperçoit que nos étudiants, eux aussi, ils sont parents. Il y a des toutous, des chats. Enfin, il y a toute une vie de famille qui est sympathique. Et inversement, chez l'enseignant, il peut y avoir tout d'un coup l'arrivée d'un membre de la famille qui rappelle à tous que, au-delà de la vie professionnelle, il y a aussi une vie personnelle, une vie de travail. Et je pense que chacun doit bien la respecter. Oui, mais surtout de façon plus générale, il me semble que tu as raison, il y a ce côté sympathique du télétravail où on va partager des choses plus personnelles avec les autres, mais dans le télétravail, il y a une question d'organisation. Donc, il est impératif de s'organiser, de délimiter des espaces pour pouvoir articuler ce lien entre travail et famille, parce que sinon, c'est simple. On arrive, tu te rappelles, notre amie secrétaire, elle arrivait à un burn-out terrible, à un épuisement, parce qu'elle devait tout gérer sur tous les fronts au même moment, et c'est pas du tout évident. Alors moi, sans être en termes d'épuisement, ce matin, je faisais 3 heures de cours à mes étudiants, et je peux vous dire que toutes les 10 minutes de pause à chaque heure, je filais à la cuisine pour préparer le repas. Donc, on est en train de gérer plein de choses en même temps, de mettre une machine en route et de revenir travailler. C'est pas du tout évident. Et ça suppose une organisation beaucoup plus fine et beaucoup plus difficile pour l'intégration, même si on gagne du temps. Et la deuxième difficulté du télétravail, sont les rapports sociaux. Les rapports sociaux, nous, en tant qu'universitaires, ça ne nous gêne pas, mais on voit bien avec les étudiants que le distanciel, ce qui leur manque, c'est les rapports humains, le rapport avec leurs collègues, comme ils disent. Et au plan professionnel, c'est la même chose. Le télétravail pose la question du rapport en société. Du lien professionnel. Du lien professionnel. Quand vous allez boire le café à la machine à café à la fac, vous communiquez avec d'autres personnes, avec des collègues, avec d'autres personnes qui sont là et qui travaillent et se crée un lien. Ce lien manque à la maison quand on reste en télétravail. Donc, il y a une articulation à trouver. Il y a des avantages, mais peut-être on va laisser les autres questions. Le télétravail aussi, c'est un problème aussi pour les enfants parce que l'excès de présence des parents peut être contrariant pour leur espace de liberté dont ils ont aussi besoin. Oui, c'est vrai. Merci. Alors, on me suggère aussi, plutôt que couper votre micro, de peut-être, si vous pouvez baisser le volume. Peut-être que ça marchera si vous baissez simplement le volume de vos enceintes. Voilà, désolé pour ces ajustements techniques, mais bon, on finira par y arriver. Donc voilà, la question maintenant, la question maintenant du regard des autres, visiblement. Une personne me dit, mais comment faire face quand on est dans un monde qui tend vers un mauvais féminisme et voit dans un mauvais œil une femme qui met sa profession entre parenthèses pour se consacrer à sa famille, notamment aux enfants en bas âge. Voilà, la question la pression, vous en parlez de ce regard d'autrui, vous en parlez dans votre livre. Donc voilà, je vous laisse. Là, on vous entend pas. Voilà, ça y est, on vous entend. Voilà. Parce que ça s'était figé. Alors, le regard des autres, on a toujours à le recevoir. Et peut-être que pour changer la façon, on reçoit à la manière du recevant. Donc, ce regard des autres, il existe, mais c'est à nous de le recevoir et de l'accueillir de façon différente par rapport à la façon dont il est donné. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut arriver à une forme de résilience et d'accueil de l'incompréhension des autres. C'est pas parce que l'autre ne comprend pas mes choix qu'il a raison, d'une part. Ensuite, je pense que concrètement, quand on met entre parenthèses sa vie professionnelle, moi, il m'est arrivé de le faire, même si j'aime beaucoup ma profession et j'ai fait beaucoup de choses au plan universitaire. Il m'est arrivé de mettre entre parenthèses ma vie professionnelle. Ça n'a pas toujours été compris par certains collègues à l'époque. Eh bien, cela suppose de développer des talents ailleurs. C'est-à-dire que si vous arrêtez une profession, si vous avez une opportunité professionnelle, parce que moi je suis universitaire, c'est différent. Vous avez un emploi et vous arrêtez avant même d'avoir été reconnu dans vos talents, dans votre profession, pour vous occuper de vos enfants. Mais ma pauvre amie, que fais-tu? Tu te sacrifies. Donc, pour dépasser ça, peut-être, et c'est écrit dans l'ouvrage, il y a des mères de famille qui nous ont dit qu'elles développaient du temps pour elles, pour se cultiver, pour lire, pour aller au théâtre, pour participer à des associations, et pour tout en s'occupant pleinement de leurs enfants, avoir une vie
culturelle et intellectuelle nourrie. Tant et si bien qu'il y en a une qui disait que lors d'un repas, je m'en souviens, lors d'un repas, une de ses amies qui ne comprenait pas qu'elle ait arrêté son travail, etc., qui était un petit peu condescendante, a mené une discussion sur le cannabis et la légalisation du cannabis. La mère de famille avait beaucoup plus d'arguments, nous a-t-elle dit, que celle qui travaillait tout le temps et qui, soi-disant, méritait d'avoir plus de reconnaissance. Donc voilà, il y a les deux choses. D'une part, recevoir différemment le regard, parce que de toute façon, ce que pensent les autres ne change pas ce que je suis, d'une part, et d'autre part, se former différemment, et peut-être pas pour de l'argent, et dans un ordre de vie bien pensé, et qui permettent aussi l'intégration de la vie de famille. Merci. Alors, la question maintenant de l'argent. Une personne me dit, si on a un travail prenant qui n'est pas bien rémunéré, par exemple au SMIC, comment faire pour trouver un équilibre? Voilà. Là aussi, vous consacrez un chapitre à l'argent. Question. Alors, il faut réactiver. Super. Je propose à mon mari de répondre. On va dire que les femmes parlent tout le temps. Tu veux pas? Bon. Alors, comment faire pour rééquilibrer la vie de famille quand on est obligé de travailler tout le temps parce que on en a besoin, que la question est alimentaire et qu'un SMIC permet tout juste d'arriver à boucler les fins de mois de façon difficile. Et vous avez raison, il n'y a pas de solution préconstituée, il n'y a pas de recette miracle. Et effectivement, actuellement, aujourd'hui, quand quelqu'un travaille beaucoup pour arriver à assurer la subsistance de sa famille, quand on lui dit il faut réorienter ses priorités et il faut pas dire je peux pas faire autrement, je ne peux pas, il doit dire mais ils sont bien gentils, ils sont universitaires, ils n'ont pas de difficultés, mais quand on sait pas comment joindre les deux bouts, c'est autre chose. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, quand on a une vie plus aisée, c'est plus facile d'organiser ses priorités. Mais non, parce que d'abord, quand on gagne mieux sa vie, on a des besoins qui croient. Et souvent, vous avez des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui sont toujours endettées. C'est paradoxal parce que justement, elles ne vivent pas la sobriété. Alors, les personnes qui sont habituées à vivre de façon plus modeste, moi, ça a été mon cas des années avant de devenir professeur d'université, ils ont moins de besoins et donc ils vivent plus sobrement. Mais je pense que pour sortir de ce que vous dites, je travaille beaucoup et je suis obligée au plan alimentaire, c'est de réfléchir dans l'avenir en se disant, aujourd'hui, en ce moment, je suis contraint ou je suis contrainte d'avoir ce rythme de vie pour amener ce SMIC qui est nécessaire pour la subsistance de ma famille. Ce qui n'empêche pas de raisonner à terme en se demandant comment, dans l'avenir, je pourrais peut-être, selon telle et telle alternative, modifier cette contrainte pour arriver à avoir une vie qui soit plus épanouissante et équilibrée. Les choses se feront pas du jour au lendemain, mais ça suppose de se donner l'opportunité de penser qu'il y a une possibilité de changement et de ne pas se dire que tout est prédéterminé, que c'est une fatalité et que nous sommes enfermés dans un circuit social et financier qui nous ôte, qui nous enlève notre liberté. Merci. Une personne me dit, est-ce que vous avez des conseils pour s'organiser, ne pas s'éparpiller face aux exigences de la tenue d'un foyer, donc ménage, administratif, rendez-vous, cuisine, relations, voilà, tout ça. Des conseils pour s'organiser, ne pas s'éparpiller face aux exigences de la tenue d'un foyer. Alors ça, c'est terrible, vous voyez, parce qu'on parlait de la complémentarité des sexes, mais aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle, on partage les tâches. Parce que mon mari m'aide à la maison. Mais vous savez ce qu'il vient de dire? Il vient de dire, non, mais ça, c'est une question pour toi. Non, c'est pas ça, mais. Je trouve que c'est quand même assez terrible. C'est pas ça, parce que chez nous, l'organisation, c'est tout de même Mélina qui organise. C'est normal, c'est pas, mais ce qui est sympathique, non, mais c'est bien. Mais la question, elle est là, c'est d'une complémentarité, puis c'est associé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est en fait apprendre à toute la famille de prendre sa part dans la vie familiale, et ça en fait partie. Peut-être répondre à la question directement de la personne. Oui, mais c'était sur l'organisation. Ah oui, mais vas-y. Alors, comment s'organiser? C'est une répartition des tâches qui est tout à fait possible. C'est des attributions. C'est comme des responsabilités. Chacun a sa responsabilité dans la famille. En puis, c'est associer aussi les enfants à la vie de famille en
dans l'accomplissement des tâches. Et peut-être je peux ajouter un complément. Oui, alors effectivement, Pascal, il a raison, et ça, on sent bien le père de famille qui intervient. Il y a une répartition des charges, il y a une répartition des charges dans la famille. On va mettre un tableau sur le réfrigérateur. Non, même pas besoin. Bon, parce que nous, on n'est pas beaucoup, mais quand il y a 8 enfants, oui, c'est utile. Ouais. On va mettre un tableau et on va dire qui fait quoi, qui descend la poubelle, qui va acheter le pain, effectivement, il y a cette répartition des charges. Après, honnêtement, aujourd'hui, enfin bon, de ce que j'ai pu constater des différents témoignages, et c'est pour ça que je plaisantais Pascal quand il a dit ça, c'est à toi de répondre, c'est quand même la femme qui travaille à l'extérieur et qui a double emploi, parce qu'à la maison, c'est quand même sur elle que repose l'activité, la gestion de la maison. Même si l'homme est adorable, même si le père est adorable et qu'il aide, même si les enfants sont adorables et qu'ils aident, c'est quand même à la femme que repose cette organisation. Bien, je pense qu'il faut arriver à rentabiliser tous les temps de la journée. Tout à l'heure, j'étais avec une mère de famille qui a 7 enfants et elle faisait cette remarque parce qu'elle était partie une semaine. Elle avait fait appel à une aide pour aider son mari qui restait seul avec les 7 enfants. Et elle nous faisait ce commentaire et elle disait « Ah, mais la jeune personne qui est venue aider à la maison a bien compris pourquoi je lui avais dit qu'il fallait absolument tous les jours faire une machine à laver. » Parce que au bout de 2 jours où elle l'avait pas fait, il y avait une tonne de linge. Donc je pense que l'organisation efficace passe par faire petit peu, tous les jours, des charges dans la maison, avec une régularité, une organisation qui soit pas militaire, mais qui permet d'éviter la tonne de linge à la fin du week-end, qui fait que vous allez passer tout votre week-end à repasser. Donc il y a cet ordre, et puis aussi dans la tenue de la maison. Ça, c'est une éducation, c'est l'éducation des enfants, l'éducation de soi-même, l'éducation du mari. C'est-à-dire, je prends un objet, je le remets à sa place. C'est donc dire qu'il y a une chose, qu'il y a une place pour chaque chose. C'est déterminer la place des choses et veiller ensuite que ces choses soient mises à leur place. Du coup, c'est moins désordonné automatiquement. Donc, c'est une organisation au quotidien qui est très fine et qui suppose aussi de motiver l'équipe. Parce que si vous êtes tout seul à suivre cette organisation, vous êtes vite débordé. Donc, il faut motiver l'équipe par la fermeté, par la douceur, et surtout pour les hommes. Je ne sais pas si mon mari va me dire que non, mais je sais que parfois je dis, mais qu'est-ce que je suis fatiguée, personne ne m'aide, mais c'est pas possible. Et en réalité, je me rends compte. Mais j'aurais dû lui dire, Pascal, s'il te plaît, tu veux bien aller passer l'aspirateur dans la chambre? Il l'aurait fait tout de suite avec le sourire. Mais quand je lui dis, je suis fatiguée, personne ne m'aide, il dit, mais tu m'as rien demandé. Et elle est tellement fatiguée qu'elle s'est pas aperçue que j'allais passer. Donc, savoir demander concrètement les choses aussi. Ouais. Alors maintenant, aux personnes de la famille. Merci. Maintenant, la question de la pression au travail. Une personne me dit comment faire quand il y a des dates butoirs pour rendre un travail qui oblige à travailler le week-end si on veut rendre le travail à temps. Et aussi, comment faire quand il y a une grande rivalité entre les collègues qui se vantent de travailler plus et mieux que les autres en travaillant le soir, le week-end. C'est vrai qu'en France, on a vraiment cette culture de rester le plus tard possible et que c'est ceux qui restent le plus qui sont perçus comme ceux qui en font le plus. Donc voilà, je crois que la question, c'est vraiment question de pression de travail. Comment faire pour gérer la pression de travail qui viendrait empiéter sur la vie familiale? Ouais, il y a de tout, hein, parce qu'il y a aussi des cadres de travail qui respectent la vie privée justement des personnes au travail, parce que ça fait partie de l'équilibre. Et que quelqu'un qui est heureux en famille, quelqu'un qui est équilibré dans sa famille est aussi beaucoup plus rentable. Quelqu'un qui a réussi à contrebalancer la pression du travail par une vie équilibrée dans sa famille, eh bien, peut produire de meilleure qualité et produire beaucoup plus aussi. La compétition, si vous voulez, c'est pas parce que tout le monde s'abrutit à vouloir faire croire qu'en étant présent dans un lieu de travail, on est plus efficace et après, c'est aussi une éducation collective, hein, et c'est se faire respecter aussi dans le monde professionnel. Voilà, mais ça, c'est encore une fois, c'est affaire de chacun.
Mélina, tu veux rajouter? Oui, moi, la première idée qu'a développée Pascal, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une éthique, et c'est pour ça qu'il faut bien choisir là où on forme nos jeunes. Il y a une éthique qui est respectée par certaines entreprises, et en tout cas, le législateur, par la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, tend de plus en plus à prendre en compte aussi la formation du personnel et le repos pour une meilleure productivité, tout simplement, du personnel. Ensuite, quand on a un travail à rendre le week-end, bien parfois, il ne faut pas craindre de prendre du temps pour faire ce travail de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que parfois, la famille doit aussi savoir s'effacer par rapport au travail professionnel, tout simplement parce qu'il y a une opportunité professionnelle qui correspond à l'épanouissement personnel de l'autre membre du couple, qui pourra aussi rejaillir évidemment sur la famille. Donc, on ne peut pas de façon systématique dire « mais la famille, ça passe toujours et le travail, jamais ». Donc, parfois, effectivement, la famille devra être mise en retrait le week-end pour finir un travail. Maintenant, la vraie question, c'est si tous les week-ends, vous avez un travail à rendre urgent pour le lundi et pour la semaine suivante, là, il y a une difficulté. Parce que ça veut dire que vous êtes tout le temps sous pression. Et du coup, vous ne faites plus ce que vous voulez librement. En revanche, que ponctuellement, vous fassiez passer votre travail avant un week-end, je pense que c'est tout à fait légitime et que cela arrive. Et pour répondre au troisième point de la question, comment faire quand les autres sont en situation de concurrence, qu'il y a des promotions et qu'ils passent tout leur temps parce qu'ils sont célibataires ou parce qu'ils s'intéressent pas à leurs enfants ou parce qu'ils sont pas heureux à la maison et qu'ils sont heureux de travailler à fond. Mais après, il y a des choix de vie. Et effectivement, parfois, vous aurez l'impression de passer après quelqu'un alors que vous avez plus de talent que lui. Parce que vous aurez fait le choix de votre travail. Il y a un couple qui témoignait dans l'ouvrage et qui dit « mais il ne faut pas avoir peur parfois de rendre un travail un peu bâclé parce qu'on a fait passer sa famille avant ». Et effectivement, peut-être qu'un autre vous passera devant. C'est une culture qui doit être encouragée, en ce sens, la culture de la liberté et de savoir perdre parfois sur un terrain professionnel, ne pas être le plus grand professeur d'université parce qu'on a décidé de rester à la maison ou de rester dans une petite structure ou de rester… Et en définitive, ce qui reste à la fin, ce que disaient certaines personnes dans le livre, ce qui reste à la fin, c'est la famille. C'est la famille. Quoique les choses extraordinaires qu'on a pu faire et qui sont bonnes pour la société… Moi, c'est une question de cohérence avec le modèle qu'on choisit aussi. Moi, je me rappelle d'un enseignant que j'aimais beaucoup, beaucoup. Mais il avait une vie de famille, enfin une vie de famille. Il avait des enfants, disons. Il avait sa femme, etc. Il n'avait pas divorcé, bon, bref. Et il avait donné tout, mais tout, c'était une époque. Il avait donné absolument tout au travail. Il n'avait d'ailleurs pas compris que je me mariais, quoi. Il n'avait pas compris que j'étais moins disponible d'une certaine manière. Voilà, parce que pour lui, la priorité des priorités, c'était absolument se donner, mais donner sa vie à son travail. Et puis, tout dépend, je le disais, de l'époque. Autrefois, le travail était véritablement sacré parce que le travailleur était reconnu, enfin, qu'il y avait une reconnaissance de la personne même du travailleur. Maintenant, de plus en plus, tout dépend encore des tâches, mais le travail devient interchangeable. La considération qu'on a pour l'humain, elle s'est profondément, je veux dire, affaiblie. Et on peut se mettre à la place de ceux qui œuvrent dans une entreprise. Tu deviens ex-cathédrale. Non, mais de se demander tout simplement, mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je peux donner ma vie? Est-ce que je peux faire des choix de cette importance-là pour si peu de reconnaissance? Tout dépend des circonstances. On peut avoir des patrons extraordinaires et puis on peut être dans une boîte où on gagne très bien sa vie. C'est pas la question, mais ça devient… Je te laisse. Non, moi, j'ai rien à dire. Hein. Moi, j'ai l'impression que bon. Merci. Alors, question maintenant. Deux questions en une, hein, je vais essayer de les regrouper. C'est la question de la reprise du travail. Est-il difficile de reprendre un travail en dehors du foyer après avoir arrêté longuement pour se mettre au rythme des enfants et de sa vie de famille? Et une personne me dit également, maintenant que mon petit dernier a grandi, j'aimerais reprendre un travail. Simplement, je ne veux pas que mes enfants, le mercredi ou les vacances, soient toujours en centre aéré ou en centre de loisirs et je n'ai pas de famille pour m'aider, ni moi ni mon mari n'avons de famille pour nous
pour l'aider. Comment faire pour trouver un travail à temps partiel, sachant que ma qualification rend la chose difficile. Voilà, c'est vrai que souvent, les métiers de cadre sont difficiles. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle est, hein, mais c'est difficile de trouver un temps partiel. Déjà, la reprise du travail est difficile parce que, on l'évoquait avec une personne dernièrement, on va avoir un trou dans le CV. Donc, on va avoir pendant 4 ans, 5 ans, aucune compétence professionnelle, a priori, en tout cas, aucun travail rémunéré. Et la personne avec laquelle on échangeait sur ce point faisait valoir que, évoquer le souvenir que le conjoint de cette personne, de cette femme qui avait décidé de reprendre son travail après s'être occupée de ses enfants, lui dit, mais pas du tout, regarde, tu as fait telle chose, tu as acquis telle compétence dans telle association, tu as fait tel service, etc. Donc, tu peux justifier de compétences que tu as acquis indépendamment du travail rémunéré. Et même si on ne peut pas justifier de compétences qui seraient acquises parce qu'on a des compétences, mais simplement l'administration et la tenue du foyer, il faut savoir qu'au plan professionnel, les entreprises ont un œil attentif au vide dans les CV et peuvent aussi apprécier dans le recrutement la qualité humaine de ceux qu'ils recrutent. Par conséquent, on va pouvoir recruter des personnes, même si elles ont une interruption, parce que ça révèle une qualité d'être et une hiérarchie des valeurs qui fait que cette personne a envie de travailler avec elle parce que elle est bien structurée, elle est bien ordonnée au regard de ses priorités. C'est pas la majorité. Donc effectivement, vous aurez du mal, vous aurez des difficultés. Quant au travail partiel, au jour d'aujourd'hui, vu la pénurie d'emploi, vu les difficultés, il faut aussi admettre que quand on reprend un travail, on ne peut pas toujours reprendre un travail à la hauteur de ses qualifications et c'est pas du tout une garantie. Donc, il faut peut-être accepter de reprendre une activité professionnelle dans un domaine parallèle ou dans un domaine de qualification moindre que celui qu'on avait quand on a arrêté, et puis peut-être repartir de plus loin. Ou alors demander, c'est le cas souvent, c'est possible, de reprendre une formation dans un domaine distinct pour diversifier son activité et aller vers des emplois où peut-être spontanément on n'aurait pas été parce qu'il y a plus de demandes d'emploi. Mais là, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de, mais effectivement, s'arrêter de travailler et avoir des enfants, c'est aussi un sacrifice au plan professionnel au regard de la carrière. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est un sacrifice, mais qui vaut la peine. Mais il faut le faire parce qu'on le veut. Comprenez? Il faut se rendre compte que ça vaut la peine. Pas parce que c'est imposé, pas parce qu'on porte les enfants et qu'on peut pas faire autrement, mais parce que vraiment, ça vaut la peine. Merci. Alors, une question maintenant sur une personne me dit, comment peut-on vivre une belle vie de famille avec un mari militaire? Alors, on a eu des retours hein, de familles de militaires. Et effectivement, il y a une possibilité. Alors, la difficulté, c'est le départ du père et le fait que il perde progressivement sa place, un petit peu son rôle dans la famille. C'est une absence. Physiquement, c'est une absence. Et la maman s'occupe de tout. Et les enfants sont un peu perdus parce que justement, ils ont du mal à se projeter dans le quotidien de leur père. Alors, il y a des familles qui se donnaient des rendez-vous quotidiens, enfin, ou régulièrement, où la famille se retrouvait grâce justement aux moyens de communication qui nous servent aujourd'hui et qui permettaient justement d'associer pleinement le père dans la famille afin qu'il ne soit pas isolé de son côté à l'autre bout du monde. Et puis, dans les témoignages que nous avons lus de la vie de militaires, moi, il y a eu 2 témoignages qui m'ont profondément marqué, notamment. L'un, c'est celui qu'évoque Pascal avec ce temps, c'est-à-dire que la mère de famille et le père aussi, mais qui était parti, travaillaient vraiment la présence du père pendant son absence, mais aussi la mère disait quand il revient, il faut lui redonner sa place. Parce que quand le père est parti, l'époux est parti pendant 3 mois, pendant 4 mois, même si on a maintenu l'espace,
du père, même si on a communiqué quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible selon les opérations extérieures qui sont faites, eh bien, quand il revient, il y a un temps de réadaptation. Donc, accepter qu'il va y avoir des petites difficultés et surtout pour la femme et pour la mère, de redonner sa place au papa ou à l'époux qui revient. Ça, c'est le premier témoignage qui m'a marqué. J'ai trouvé ça magnifique. C'était une famille avec je sais plus, 4 ou 5 enfants. Et puis, il y a un autre couple. Là, je les ai trouvés, mais je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais je les ai trouvés extraordinaires. Alors, eux, je ne les connaissais pas. Alors, le couple précédent, je les connaissais, mais eux, on ne les connaissait pas hein, du tout. Et alors, c'était très sympathique parce qu'il posait tous les problèmes. C'était pas du tout évident. Elle travaillait. Elle s'est retrouvée dans une région qui n'était pas du tout la sienne. Lui, il était militaire, il partait, elle s'est retrouvée toute seule avec plein d'enfants, elle a dû arrêter son travail, elle aimait travailler, elle n'était pas du tout contente d'être à la maison, tout ce qu'elle faisait à la maison, mais c'était terrible parce qu'elle le faisait bien, mais personne ne le voyait. Et lui, c'était bien gentil, mais il était parti. Et quand il revenait, c'était pas facile. Alors, ce qui était génial dans ce couple, c'est qu'il disait tout, il communiquait, il verbalisait leurs difficultés. Et je crois qu'une belle vie de famille, quand on a une vie de militaire, c'est surtout dans cette communication, dans cette verbalisation. Dans tous les couples, c'est vrai, mais encore plus dans les métiers qui appellent un célibat géographique, qui appellent une séparation. Il est important de pouvoir dire, pour moi, c'est dur, pour moi, j'en peux plus, et de pouvoir dire les difficultés pour au moins les affronter ensemble et pour avoir l'empathie de l'autre qui comprenne ce que l'on vit, y compris pour l'homme qui est parti et qui se retrouve tout seul. Vous voyez, enfin, je dis l'homme, ça peut être la femme aussi, mais aujourd'hui, encore majoritairement, ça reste les messieurs qui partent. Merci. Alors, beaucoup de mamans disent moi, je n'ose pas dépenser de l'argent pour moi, je n'ose pas prendre du temps pour moi, sachant que je ne travaille pas et que j'ai fait ce choix de me consacrer à ma famille. Je culpabilise, en fait. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Tu veux répondre? Sur le rapport à l'argent et puis l'idée d'avoir de l'argent pour soi, d'ailleurs, est-ce que c'est nécessaire ou pas? On peut le comprendre. C'est pas spécialement indispensable. On peut. Moi, je sais que j'ai pas de gêne. Alors, j'ai des gênes pour faire des cadeaux, mais sinon. Oui, bon. Avoir de l'argent pour soi, c'est bien nécessaire et tout à fait légitime d'avoir besoin de l'argent pour soi, ne serait-ce que pour le donner, si on a envie de le donner. Ouais. Quand on veut faire du don, comment faire du don si on n'a pas d'argent? Et puis aussi pour soi, pour se faire plaisir, pour s'acheter une jolie tenue, pour s'acheter un foulard. Voilà. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de mal à ça. Et j'ai envie de vous dire que c'est même nécessaire de penser à soi-même, pas de façon égoïste, auto-centrée, disproportionnée, mais de penser à soi pour faire plaisir aux autres. Vous allez vous acheter un beau maquillage, un beau fond de teint, vous allez vous acheter un parfum. Si votre mari n'a pas eu la délicatesse d'y penser, normalement il a dû y penser, mais bon, parce qu'il est submergé par son travail. Donc vous allez vous offrir quelque chose pour, en étant avec vous-même, avec votre personne, avec ce que vous aimez, avec ce que vous êtes, vous allez donner aux autres. Donc, il faut arrêter de se culpabiliser, toujours dans la juste proportion. Mais je pense que ce que disait la dame, là, c'était peut-être aussi le problème de la reconnaissance en termes de revenus, de la place de la mère de famille aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'elle consacre tout son temps, toute sa vie. C'est le mari qui ramène l'argent. C'est le mari qui ramène l'argent. Et puis, elle a tout en charge de la vie familiale. Et dans la société, on ne reconnaît pas ce temps, c'est une véritable activité, c'est une tâche qui est fondamentale dans la société, essentielle, et elle ne se traduit pas par un retour en termes de salaire. Et ça pose une difficulté justement de quelqu'un qui est le socle de la famille, qui est la vie de la famille de l'âme. Enfin, je vais presque dire l'âme, parce que de tel point, enfin, on a eu dans les témoignages des retours qui étaient très émouvants de maris parlant de leurs femmes qui avaient consacré leur vie à tenir la famille. Et c'est vrai que matériellement, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de contrepartie. Et dans une société qui a besoin de valoriser par l'argent la tâche ou le travail effectué, ça pose un véritable problème, c'est vrai.
plus que la question peut-être de se dire, ben voilà, je n'ose pas utiliser parce que précisément, il n'y a pas, Je comprends. Voilà. Oui, tu as raison. Je pense, hein. Oui. Alors après, dans la réponse concrète, dans ces cas-là, si c'est de cette approche de la question, chaque couple trouvera le mode de réponse. Je pense à un couple où c'est celui qui était aux États-Unis, lui ramenait l'argent, sa femme argentine d'Argentine ils avaient eu 8 enfants, il l'avait toujours suivi, elle avait arrêté sa profession alors qu'elle était brillantissime dans ses études et tout ça, mais c'est elle qui gérait tout. Donc, elle gérait tout, et c'est elle qui gérait les cordons de la bourse, qui gérait tout. Un autre couple, eh bien, le mari mettait sur le conjoint la somme nécessaire, et par conséquent, la femme avait à sa disposition l'argent qu'elle pouvait utiliser pour le bien de la famille, mais aussi pour elle-même. Après, c'est vrai qu'il y a cette difficulté dont tu parles. Quand on gagne pas soi-même l'argent directement, parfois on peut avoir une gêne. Après, on peut, ce que je vais dire, je ne sais pas qui a posé la question, nous sommes très libres de répondre, et peut-être que la personne a posé la question pour quelqu'un d'autre. Il me semble que quand on a une gêne de ce style, au-delà de l'argent, c'est la question du rapport personnel au couple. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être une difficulté dans un couple. Ça veut dire que si c'est une difficulté, c'est le temps du dialogue et du partage avec l'autre pour lui dire, ben voilà, moi j'ai cette difficulté, comment je peux faire? Parce que tu comprends, ça m'ennuie. Et voilà. Alors si l'autre est à l'écoute, hein, après chaque couple, mais je pense qu'il faut le verbaliser. Ça va au-delà de l'argent, peut-être. Je pense que effectivement, de ce que je comprends des réactions, il y avait beaucoup aussi. C'est vraiment cette question du, ben non, en fait, je n'ose pas dépenser de l'argent pour moi, ou simplement aussi la personne qui disait j'ose pas prendre du temps pour moi, c'est-à-dire faire garder mes enfants en fait pour aller prendre du temps pour moi alors que je ne travaille pas. Et ça, effectivement, on le retrouve chez de nombreuses mamans au foyer. C'est pas la première fois que je le vois. Donc là sur le chat, les personnes disent effectivement, moi en fait, je n'arrive pas à prendre, j'ai du mal à ne pas culpabiliser, de prendre du temps pour moi et donc de faire garder mes enfants alors que je ne travaille pas. Eh bien, c'est bien de le formuler. Il faut prendre du temps pour vous. On doit prendre du temps pour soi, pour les autres. On doit prendre du temps pour soi de façon charitable pour être plus disponible pour les autres. Et c'est vrai que quand on ne travaille pas avec un travail rémunéré à l'extérieur, ça pose question. Mais peut-être qu'il faudrait rappeler que le travail à la maison, c'est une vraie administration. Quand vous devez gérer les repas, gérer les courses, veiller à l'équilibre alimentaire de chacun des membres de la famille, faire une maison propre, avoir l'œil attentif à chacun, faire le linge, repasser, etc., etc. C'est un vrai travail réalisé de façon souvent assez exceptionnelle et de façon plus que professionnelle par celles qui restent à la maison. Et par conséquent, il est légitime qu'elles prévoient dans leur temps de travail une limite, un horaire pour avoir du temps pour elles, évidemment. Comme ceux qui travaillent à l'extérieur, d'ailleurs. Merci. Alors, maintenant, la question de la solitude. Une maman me dit, question de la solitude de certaines femmes au foyer, notamment à Paris ou dans les grandes villes où la majorité des femmes travaillent. De réseau, en fait, c'est l'absence de réseau, de liens. C'est ce qu'on rencontre un petit peu avec le Covid, d'une certaine manière, qu'on découvre, c'est-à-dire cette façon d'être confronté à soi-même, avec soi-même tout le temps, et de ne pas avoir d'occasion de tisser des liens pour aller plus avant, hein, finalement, dans la découverte de ce qui vous entoure. Et ça, c'est vraiment. J'ai pas bien compris la question, moi. C'est-à-dire la solitude des mamans qui travaillent, des femmes qui travaillent à l'extérieur de la maison, en plus de la maison, ou qui ne travaillent qu'à la maison. J'ai pas compris la question. Oui. En fait, question je voulais exactement question de la solitude de certaines femmes au foyer. Donc, c'est bien des femmes au foyer. Ah, d'accord. Je n'avais pas entendu. Notamment à Paris ou dans des grandes villes où la majorité des femmes travaillent. Ah oui, donc il y a des femmes au foyer et du coup, comme leurs amis sont toujours au travail, elles se retrouvent, effectivement, elles se retrouvent et ça, seules. on le voit bien d'ailleurs dans certaines mamans,
la sortie des écoles, l'occasion de croiser des autres mamans, bah c'est le moment social par existence. C'est l'occasion d'échanger, de pouvoir tout simplement parler. Et ça, c'est très, très vrai. Alors, peut-être que les moyens de communication que nous connaissons, c'est l'occasion opportunément utilisée de créer des liens autrement. Mais ça c'est vraiment une difficulté. Il y a ça, c'est vrai que c'est une difficulté. En même temps, à la sortie des écoles, moi, j'ai toujours été envieuse des mamans qui allaient chercher leurs enfants. Parce que j'étais toujours en train de courir dans le travail. Je venais chercher mes enfants en courant. Elles avaient toutes l'air de se connaître. Et moi, j'arrivais catapultée de mon travail professionnel. Je venais chercher mes enfants et je me disais, quelle chance elles ont, elles se connaissent toutes. Donc, peut-être qu'effectivement, c'est le lieu de l'école qui va permettre de créer des liens entre les mamans. Alors ensuite, on peut sortir de cet isolement tout simplement en adhérant à des associations en fonction de ses goûts. C'est-à-dire, ça revient à l'idée du travail pour soi, de prendre du temps pour soi. Si vous prenez du temps pour vous, si vous trouvez des associations qui vous intéressent, vous formez tout simplement. Pourquoi ne pas se former aux sciences de l'éducation? Il y a des associations où il y a des formations pas diplômantes, mais des formations sur la tenue du foyer, sur l'éducation des enfants, sur des choses qui nous intéressent, ou sur l'art, ou sur d'autres domaines, et qui permettent de rencontrer d'autres personnes. En tout cas, on doit s'obliger à sortir de chez soi. Ça, c'est sûr, parce que sinon, on finit très seul et c'est difficile, comme disait Pascal, ce qu'on voit avec le confinement. La maman, d'ailleurs, il y a une autre maman qui me dit, mais c'est complètement mon cas, je suis en congé parental pour mon premier enfant et j'ai un gros sentiment de solitude parce que je ne connais aucune autre jeune maman dans mon quartier et que c'est un contexte compliqué pour nouer des liens. Alors c'est vrai que d'autres personnes me disent, mais oui, mais il y a les paroisses, il y a, enfin, dans certaines villes, dans certaines paroisses, il y a des groupes jeunes couples où peut-être on peut rencontrer aussi d'autres jeunes couples. Et après, c'est vrai que c'est des initiatives plutôt ecclésiales. Voilà, en tout cas, effectivement, cette question de la solitude semble être compliquée. Alors maintenant, à moins que vous vouliez dire autre chose. Oui, sur la question de la solitude, c'est ce que disait un petit peu Mélina. En fait, c'est compenser la solitude, c'est avoir aussi des projets. Et c'est en fait se construire un projet, de se projeter dans quelque chose de possible. Et c'est peut-être une des clés, c'est que ces personnes-là, essayent de se découvrir un projet pour mettre à terme avec le temps qu'elles s'accorderont pour le réaliser. C'est vrai que si on est isolé, qu'on n'a pas de projet, qu'on n'a rien, mais c'est la porte ouverte à la dépression. Alors, on peut aussi faire quelque chose, on peut apprendre les langues. Ah oui, ça c'est quand on a un temps de confinement. Alors ça, c'est par Internet, c'est ce que je vous Moi, disais. j'ai une amie que j'ai vue dernièrement, enfin des amis que j'ai vus dernièrement, là, la semaine dernière, et il y en a une qui expliquait que c'est pas elle, c'est ses enfants, mais dans la période de confinement, ils se sont mis par Internet, par le numérique, à apprendre des langues. Ouais. Donc, ça peut être aussi une activité. En tout cas, il faut avoir des projets, effectivement. Mais ça, le projet des langues, c'est excellent. Mais... Alors là, on rencontre du monde, puisque finalement, c'est la possibilité d'avoir un interlocuteur dans le monde entier, quelque part, pour des coûts qui sont extrêmement peu élevés. Mais c'est une discussion d'une heure dans la langue. Oui, non, mais là, tu penses à autre chose. Oui, mais ça peut être ça aussi. C'est-à-dire, en fait, Internet, c'est l'occasion d'une manière imaginative d'avoir une possibilité de se construire. Quand on est confiné, parce que l'idée, c'est quand même de rétablir des liens, non pas virtuels, mais des liens en présentiel. Voilà. Mais bon, pour le moment, on n'a que le couvre-feu, donc vous pouvez rechercher des associations pour rencontrer du monde. Mais effectivement, c'est difficile d'être coupé comme ça. Merci. Alors, une dame me dit, en fait, on a deux ou trois questions sur le sujet du ressentiment des enfants. C'est-à-dire qu'une dame me dit, mais moi, je me suis sacrifiée toute ma vie, j'ai été infirmière, j'ai beaucoup travaillé, et maintenant, mes enfants me reprochent de ne pas avoir été assez présente. Voilà, donc, comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Attends, je mets le micro. Il y a peut-être toujours un moment chez les enfants où il faut reprocher quelque chose aux parents. C'est l'occasion de leur reprocher quelque chose. Ils ont trouvé ça, tant mieux. Moi, je reprochais à ma mère je reprochais à ma mère de ne pas être assez au travail d'une certaine manière, parce que j'avais envie d'être tout seul. J'adorais ma mère,
Mais je trouvais que la plage à la maison, être tranquille, pas avoir les parents toujours sur le dos, c'est excellent aussi. Donc en fait, tout dépend des familles, c'est très compliqué. Et il y a un âge où effectivement, peut-être, alors c'est peut-être pas le cas, hein, tout est possible, mais que l'enfant rencontre des difficultés et a besoin de trouver une excuse, Oui. une explication aux difficultés. Donc il va vers l'interlocuteur chéri, qui est en fait. Il y a peut-être quelque chose de plus profond quand même, c'est-à-dire que ces enfants, effectivement, cette infirmière, elle s'est sacrifiée toute sa vie pour, voilà, pour ramener l'argent à la maison, pour élever ses enfants, etc. Mais peut-être qu'il faut tout simplement vis-à-vis de vos enfants dire que à certains moments, vous n'avez peut-être pas fait les bons choix. On est tous dans nos vies à tomber, à se relever, et on ne fait pas toujours les bons choix, et on n'est pas des personnes parfaites. Et parfois, les choix qu'on a faits sont pas les bons. Et c'est ce qu'on disait en commençant, on en a parlé tout à l'heure, il y a des témoignages comme ça dans l'ouvrage. Lorsque vous travaillez tout le temps, et bien vous avez tendance à dire mais je fais ça pour vous payer les vacances, je fais ça pour vous payer vos études, je fais ça, mais en définitive on fait ça et on n'est jamais là. Donc peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez dû être là un peu plus souvent. Vos enfants vous le disent, ils ont beaucoup de simplicité à vous le dire et leur dire ben vous voyez mes chéris, avec le recul, je me rends compte que bon, on est parents et on apprend en faisant, et qu'effectivement, j'entends ce que vous dites et j'aurais peut-être effectivement à certains moments dû être plus présent. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi reconnaître les erreurs qu'on fait, parce que d'abord, on en fait tous, et que rétrospectivement, on voit plus clair sur ce qu'on aurait pu mieux faire. Maintenant, c'est fait, mais de dire la vérité des choses, c'est important pour se construire. Des erreurs, des fautes, des préjudices, on en cause tous. Après, mettre le mot exact et faire la vérité sur une situation, ça libère, ça enlève les ressentiments et ça épanouit, ça ouvre, semble-t-il. Merci. Alors, une personne me dit, oui, mais comment faire pour trouver un équilibre quand, par exemple, on vit un célibat non choisi, quand on est divorcé, quand on est seul, on assume seul la garde de ses enfants. Voilà, c'est des questions que peut-être vous avez rencontrées, des situations que vous avez rencontrées. Eh bien, ça c'est, oui, moi je l'ai rencontré parce que j'ai été élevée par une maman seule. Donc, si vous voulez, je sais bien ce que c'est qu'une mère seule à la maison et qui a un enfant et qui n'arrive pas à joindre les deux bouts et qui prend 2 emplois pour pouvoir faire bouillir la marmite. Je l'ai vue, mais j'ai vu une sainte femme. Elle était toujours joyeuse, elle était toujours, mais bon, j'aurais pas aimé sa vie en définitive parce que ça demande un don, ça demande une qualité d'être qui est exceptionnelle. Donc peut-être qu'effectivement, bon, moi j'ai la foi, donc les mots que je vais employer peut-être ne vous parleront pas, mais on reçoit aussi des grâces particulières dans ces situations difficiles pour trouver des solutions adaptées, des solutions joyeuses, beaucoup d'humour. Il y avait aussi beaucoup d'humour à la maison. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait beaucoup d'humour. On riait beaucoup et beaucoup de détachement et l'apprentissage de la sobriété. Après, ça, c'est pour les enfants. Maintenant, pour la femme elle-même qui a un célibat imposé, qui se retrouve seule suite à un divorce ou peu importe les circonstances, il me semble qu'il est nécessaire de ne pas tout donner aux enfants. Vous voyez, parce que à trop aimer les enfants, on les rend dépendants. Et un enfant, on a pour but de l'élever pour qu'il devienne une personne équilibrée et qu'il puisse voler de ses propres ailes sans nous et sans notre soutien. On les aime toujours tout autant, mais on ne doit pas être leur béquille toute leur vie, même si on est là toute leur vie. Et donc, si vous centrez votre vie seulement sur vos enfants, vous allez trop leur donner, vous allez trop les surprotéger, vous leur ferez pas du bien et vous ferez pas du bien vous-même. Donc, trouver des solutions. Alors, il y a des gardes, il y a des aides par les mairies, par les villes, etc., des aides sociales. Pour vous ménager du temps pour vous, c'est très, très important. Ne pas vous faire manger par votre place de mère qui est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir des enfants et d'être maman. Mais en même temps, c'est pas leur rendre un service et c'est pas vous rendre un service de passer tout le temps avec eux et de vous oublier de façon sacrificielle, mais surtout pas équilibrée, pas bonne, ni pour les uns ni pour les autres, me semble-t-il. Merci.
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez, et je pense que c'est à ça que fait référence la dame, vous évoquiez des critères de discernement, en tout cas un discernement à avoir peut-être ce week-end entre couples, il me semble que c'est ça que vous disiez. Et donc, la personne dit, mais quelles questions concrètement peut-on se poser pour réussir à trouver cet équilibre professionnel, famille voilà, d'autant plus lorsque notre travail est prenant mais nous plaît beaucoup, me dit-elle. Voilà, d'autant plus que notre équilibre n'est pas forcément celui des enfants. Je pense, voilà, qu'en tout cas, voilà, si vous pouvez nous donner les critères, en tout cas, quand on pose, elle dit, voilà, quelles questions peut-on se poser? Pascal me dit, c'est pas évident. Mais c'est-à-dire que, quelles questions peut-on se poser? Vous avez dans l'ouvrage des questions, je vais pas vous les lire maintenant pour certains domaines, mais plus que les questions concrètes qui sont dans l'ouvrage, il me semble que avant d'avoir ce dialogue et cet échange en couple, il faut peut-être que chacun prenne un temps seul de méditation. Je ne parle pas de méditation de prière, mais de méditation, de réflexion sur sa vie. Si vous avez la foi, prier, c'est pas plus mal. Hein, peut-être que vous aurez des illuminations, mais tout simplement de silence, de temps, de calme pour regarder votre vie. Qu'est-ce qui vous étouffe dans votre vie? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous paraît déséquilibré? Qu'est-ce qui est inadapté pour vous, pour votre conjoint, s'il y en a un, pour vos enfants? Donc peut-être lister déjà, chacun individuellement, ce qui essouffle, ce qui fatigue, ce qui manque. Moi, j'ai été sidérée dans certains témoignages, alors je ne l'ai pas mis dans l'ouvrage parce que c'est très intime, mais en tant qu'avocat, j'ai aussi connu beaucoup de dossiers, y compris devant les juridictions ecclésiastiques, dans les demandes d'invalidité de mariage. J'ai été assez saisie de voir la difficulté du langage des corps. C'est-à-dire que ça, c'est une question que vous pouvez vous poser le week-end. C'est-à-dire le temps passé au travail, est-ce que ça n'épuise pas? Est-ce que ça n'a pas pour effet d'avoir des unions qui sont moins nombreuses, moins données, moins tendres, moins... Voilà, il faut veiller à ce genre de choses parce que c'est quand même le mariage est une vocation qui est magnifique et qui passe tout à la fois par l'union des âmes et l'union des corps. Donc déjà, cette question-là, peut-être l'envisager chacun de son côté. Envisager aussi le temps que l'on passe à réaliser son travail professionnel où on trouve une satisfaction et pourquoi on trouve cette satisfaction et qu'est-ce que à quoi on renonce pour pouvoir avoir cette satisfaction professionnelle et ce à quoi on renonce, est-ce qu'on a raison d'y renoncer ou pas, et faire ce listing pied à pied, point à point, mais chacun de son côté. Et après, en couple, de le mettre ensemble. Et peut-être demander si vos enfants sont assez grands. Moi, c'est la Synax, là, ce couple d'une trentaine d'années, si merveilleux de la région de Nantes. Alors là, s'ils se retrouvent pas. Non, mais je pense qu'ils ne pouvaient pas ce soir. Sinon, ils nous auraient envoyé un SMS, je pense. Mais ce couple-là, voilà, ils demandaient aussi à leurs enfants de tous les âges de réfléchir de leur côté à ce qui posait problème. Il y a une petite qui avait 7 ans qui disait « Mais papa, je te vois plus, tu rentres trop tard. » Hein, et elle lui avait dit. Et c'était important qu'il l'entende et c'était important Voilà, donc aussi ce week-end, demander aux enfants de voir un petit peu le rythme de vie, qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui leur convient pas. Pourquoi? Ça veut pas dire que c'est les enfants qui vont diriger. Ça veut pas dire qu'on laisse le pouvoir aux enfants. Ça veut dire qu'on laisse un espace d'écoute aux enfants. Il y a un psychologue belge que j'aime beaucoup. J'ai cité ça il y a pas longtemps dans une interview. C'est un ami qui me l'a fait découvrir. Il s'appelle Thomas d'Azenbourg. C'est un disciple il a été formé par Marshall Rosenberg qui a écrit un livre sur la communication non violente. Et Thomas d'Azenbourg, il dit, mais commencez à vous écouter et commencez à vous demander comment vous ressentez les choses. Et demandez aussi à vos enfants comment ils les ressentent. Et il donnait cet exemple qui m'avait marqué, votre ado arrive et vous dire, de toute façon, tu m'écoutes jamais. Mais si, je t'écoute. C'est pas ça qu'a dit l'enfant. L'ado, il a dit, tu ne m'écoutes jamais. Peu importe que vous l'écoutiez ou pas. Lui, ce qu'il ressent, c'est qu'il n'est pas écouté. À partir de là, si on rentre dans cette démarche d'empathie vis-à-vis d'autrui, on ne se justifie pas. C'est pas le problème de savoir si on écoute ou si on n'écoute pas objectivement. C'est de comprendre que l'autre me dit qu'aujourd'hui, il pense que je ne l'écoute pas.
Pareil dans le rapport de couple. Mon mari peut me dire, oui, mais écoute, tu es jamais là, ou tu n'es pas tendre, ou est-ce que tu m'aimes, et on n'arrête pas de lui montrer qu'on l'aime. On n'arrête pas d'être présent. Voilà ce qu'on pense. Mais peu importe ce qu'on pense. Mon mari me dit, voilà ce qu'on pourrait faire ce week-end. Nous aussi, d'ailleurs. De se dire, voilà, chacun, individuellement, et après, on échange. Et c'est important quand l'autre va dire quelque chose, pas tout de suite de justifier, mais non, mais de dire, ah, c'est ce que tu ressens. Ah bon, c'est ce que tu ressens, mais pourquoi tu ressens ça? Merci. Du coup, là, nous arrivons à la fin de ce webinaire, mais donc pour vous, peut-être, est-ce qu'on peut se poser en dernière question, j'imagine que vous allez répondre par la positive, mais est-ce qu'on peut vraiment mener de front un épanouissement familial et professionnel? Est-ce qu'il y a toujours des tensions? Est-ce que la tension est inévitable? Ou est-ce que voilà, c'est possible? Pascal, tu veux répondre? Eh ben, dans la réflexion qu'on fait sur les choix, nécessairement, le choix qu'on prend est bon. Voilà, donc c'est vrai que ça, sur le coup, ça fait un peu sacrifice quand même, parce que surtout quand on a des possibilités professionnelles ou autres, on se dit ah quand même c'est dommage, j'ai une opportunité là, c'est intéressant. Puis on regarde justement, on intègre dans le choix la donnée familiale. Après tout, voilà, on est marié, on a des enfants, on peut pas isoler le problème. Hein, Le problème? Non, mais je veux dire, on peut pas isoler le problème professionnel. C'est dans un tout, il se résout en prenant tous les éléments en compte. On ne peut pas isoler je veux dire, on peut pas isoler une réponse. C'est-à-dire qu'on pense le collectif, on pense famille et on recherche l'équilibre qui convient de trouver en prenant tous ces paramètres en compte. Et du coup, le choix qui est pris est nécessairement le bon. Ça peut être un choix professionnel qui peut être bien parce que la famille va pouvoir intégrer finalement à un certain âge les enfants. C'est pas trop grave, on peut toujours choisir. Mais parfois, ben non, c'est la priorité, c'est la famille. Et ben quand la priorité c'est la famille, moi je pense à cette collègue qui a choisi justement la famille plutôt que sa vie professionnelle. Ben moi, j'ai un respect absolu pour ce choix parce que je pense que c'était le bon choix pour elle. Et du coup, les collègues et moi, en tant que professionnel, je sais que c'est quelqu'un qui est bien parce que quand elle choisit professionnellement, ça veut dire qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout de son action professionnelle. C'est une marque de sérieux. Et donc, si elle a choisi la vie familiale, si elle a choisi la famille, c'est parce qu'elle a pensé professionnellement que de toute façon, pour bien faire son boulot, eh ben, elle ne pouvait pas en ajouter plus. Et donc, son travail, je suis sûr qu'elle va superbement bien le faire. Et donc, voilà, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même, le choix qui est pris, avec le recul, en prenant en compte tous ces éléments-là, c'est nécessairement le bon choix. Mais moi, je rajouterais une chose, il y a toujours des tensions. La question que vous avez posée, c'est est-ce qu'il y a toujours des tensions? Un autre aspect de la question. Je pense qu'il y a toujours des tensions parce que l'équilibre, c'est toujours un point d'équilibre. Donc, on est toujours dans le déséquilibre pour le retour à l'équilibre. Et c'est pour ça que on ne peut pas penser qu'il y a des solutions immuables et permanentes. Il faut toujours arriver à réexaminer sa vie à temps régulier pour voir où on en est, s'il n'y a pas une déviance par rapport au but qu'on s'est fixé. Et il y aura toujours une tension et la recherche d'un équilibre, une réorientation. C'est nécessaire, c'est l'unité de la personne qui réalise l'harmonie dans la vie familiale, c'est une question de cohérence de vie. Ben, la cohérence de vie, ça suppose la lutte, ça suppose de rectifier, ça suppose de se poser, de réorienter. Oui, il y a toujours des tensions, mais ça vaut la peine. Merci, merci beaucoup pour toute cette sagesse que vous avez transmise à la fois ce soir et puis dans votre livre. Donc oui, je rappelle que ce webinaire est enregistré. Pour ceux qui n'ont peut-être pas pu prendre toutes les notes qu'ils le souhaitaient, vous pouvez aussi bien en parler autour de vous, même le faire voir éventuellement autour de vous, parce que il sera disponible donc dans la rubrique webinaire sur le site d'Artege. Prochain webinaire, c'est la semaine prochaine avec Monseigneur Ray. Voilà, sur l'islam. Monseigneur Ray a écrit un livre qui s'appelle L'islam, menace ou défi.
Donc, nous pourrons débattre de ce thème avec lui la semaine prochaine. Et puis, dans 2 semaines, ce sera Blanche Streb avec son livre Bébé sur mesure. Donc, nous pourrons parler de génétique, de bioéthique ce soir-là. Voilà. Et puis, en tout cas, vous pouvez trouver tout le programme qui est passionnant jusqu'à la fin du mois de février, en tout cas, sur le site d'Artege, des éditions Artege. Voilà. Et bien, merci Pascal et Mélina pour cette soirée. Juste, merci à Lucie pour ce temps. On voulait vous remercier aussi parce que vous nous avez bien préparé cette émission et c'était un plaisir de travailler avec vous et d'avoir pu échanger ainsi, puis à tous les participants de ce soir. Bonne soirée. Merci encore. Bon repos. Au revoir. Merci Lucie. Au revoir.